Très bien. Ben, vous voyez qu'on progresse, hein, mine de rien. Cette télévision fait bouger les lignes, on va dire ça comme ça. Un peu grâce à vous, mais je vous trouve un peu timoré quand même. Ah bon? Oui, bon, à mon avis, vous en savez beaucoup plus que ce que vous nous avez dit. Mais c'est pas grave, on va continuer. On va aller sur un domaine. J'ai pas envie, monsieur Arajo, j'ai pas envie d'être... quand on accuse les gens, il faut avoir des preuves de ce que l'on dit. Oui. Je peux Mais pas... on peut faire bouger les lignes en laissant, on va dire, entendre un certain nombre de choses. Vous savez que c'est comme ça que ça peut avancer. Ouais, mais il faut pas... Je ne serai pas celui qui jetterait la première pierre. Bon, on va dire que quand tous ces scandales vont éclater, je vais à nouveau vous inviter. Comme ça, vous allez commenter. Là, je dirais que vous aviez raison. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. Parlons. Alors, je disais que en vous présentant, que vous avez enlevé votre langue dans votre poche, notamment sur ce qui passionne les Martiniquais ces temps-ci, puisque, comme dit l'autre, ils n'ont pas autre chose à faire pour certains, la crise sanitaire. Alors, au début, les gens qui vous écoutaient disaient « Justin, nous pas savent côté Justin Yé, vous étiez prudent. » Moi, j'ai réécouté tout ça. Au début, vous dites « Écoutez, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. » Alors, la crise, on la situe début juillet. Hein. Début juillet, les gens commencent à mourir, tout ça. Et vous dites, bon, écoutez, je vais mettre un testodrome. Appelons ça comme ça. Un endroit où on teste. Ah non, j'ai vaccination. Non, attendez. Au tout début, c'est d'abord un testodrome. Vaccination. Attendez. Vous exprimez. Et puis après, effectivement, vous passez à la vaccination. Et puis, c'est monté crescendo jusqu'à vos dernières déclarations. Et les gens que j'ai appelés m'ont dit, alors là, Justin, fout Justin ni courage. Parce que vous avez remarqué que les pro-vax, on va dire, appelons ça comme ça, n'ont jamais agressé qui que ce soit dans la rue. Non, jamais. Par contre, eux se font agresser de manière systématique. Et vous-même avez été agressé, on va dire... Non, attendez, sur les réseaux sociaux, attendez, je les ai lus. Oui. C'est une forme d'agression. Vous savez que c'est puni par la loi. Oui, mais bon... Bon, alors... C'est quoi votre position aujourd'hui? Ma position, elle a toujours été claire. C'est que quand l'épidémie a commencé, en mars 2020, j'ai été avec d'autres maires, Sainte-Luce, nous avons lancé des opérations d'opérations barrières. La production de masques. On a été des maires qui ont tout de suite lancé la production de masques pour protéger les gens. On va appeler ça des masques artisanaux. Des masques artisanaux. Ouais. Mais il fallait faire quelque chose. Non, pour que les gens ne croient pas que vous aviez une usine de masques. Non. Si, l'usine, c'était de mobiliser les habitants. Voilà, avec leur petite machine à coudre, on a fait des choses. Mais ça a été exceptionnel. Ça a été très exceptionnel. Voilà. Et au fur et à mesure où on est rentré dans une démarche un peu plus industrielle, on a libéré les gens en leur disant encore une fois merci. Concernant ma position était la suivante, c'est de dire que ceux qui veulent se faire vacciner, allez vous faire vacciner. Ouais. Ceux qui sont dans la réflexion, qui ont besoin de temps et qui veulent avoir une parole scientifique, prenez le temps d'écouter les scientifiques, mais prenez une décision. Ne traînez pas et ne tardez pas. Ceux qui boivent du thé, qui font des infusions de toute qualité, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. À la rigueur, sans jeu de mots. Oui, vertes et des pas mûres. Si vous voulez croire à cela et que ça vous permet de renforcer vos défenses immunitaires, allez-y. Et j'ai rajouté, moi je suis vacciné et je vais boire la même potion que vous. Ouais. Donc, j'ai la chance de pouvoir renforcer mes défenses immunitaires, mais en même temps, j'ai la chance de pouvoir bénéficier donc d'une vaccination qui ne m'empêchera peut-être pas d'avoir la maladie, mais qui, au regard de ce que de manière factuelle on voit en hospitalisation, diminue considérablement les formes graves de l'épidémie et de la maladie. Voilà ma position. Ouais. Ma position a été claire, je ne m'en suis jamais caché, je le répète tout le temps, on peut m'insulter. Ouais. Pour moi, ceux qui insultent, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments. Donc, s'ils avaient des arguments, ils ne seraient pas en train de m'insulter. C'est vrai que leur nombre diminue chaque jour. Donc, et quelquefois, ceux qui insultent, ils sont des fois vaccinés en cachette ou en silence et empêchent à d'autres qui ont envie d'y aller de se faire vacciner, ou d'autres qui ont subi leur fake news se rendre compte, mais c'est pas possible. Eh bien oui. Et puis, l'histoire nous a montré tous ceux qui sont décédés. Oui.
qui étaient des fervents opposants à la vaccination, et bien, qui sont malheureusement partis et qui auraient été bien mieux présents avec nous que morts. Oui, plus utile. Plus utile à la Martinique. Alors, comment vous jugez les mouvements récents qui sont venus de soignants, vous qui êtes président de conseil de surveillance d'un hôpital où la situation a été bien mieux gérée, que au CHUM. Alors, c'est quoi? C'est un problème de management? C'est un problème de communication? Non. C'est un problème d'honnêteté intellectuelle? C'est quoi? Je n'arrive pas à comprendre ça. Ouais. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre que... Mais aujourd'hui, ça a franchi les portes de l'hôpital. Hein. Ouais. On n'est plus que dans l'hôpital. Je regarde aujourd'hui dans certaines entreprises, je regardais une émission il n'y a pas longtemps sur les entreprises d'optique, les pharmacies, les labos, moins dans les labos, où il y a une sorte de chose qui grossit les chauffeurs de taxi, qui disent qu'ils sont contre le pass sanitaire, avec le risque s'il y a un client qui monte dans la voiture et qu'il tousse, il est contaminé. Enfin, des fois, je me dis, est-ce que les mecs, à un moment donné, s'arrêtent et font un feedback et puis se rendent compte de ce qui se fait et ce qui se dit? Je ne comprends pas ces choses-là. Et j'ai l'impression qu'il y a parfois un mixte ou un mélange de réclamations, de combats, d'objectifs, qui se mélangent, se télescopent, et puis on n'arrive pas à se dire, bon, quel est le vrai combat? Vous pensez que cette crise sanitaire et cette résistance qui sur un plan purement intellectuel, est parfaitement légitime. Oui, voilà. Vous pensez qu'elle est instrumentalisée par des gens qui parlent d'autre chose? Parce qu'on a entendu de résistance à l'État colonial. Et on n'entend que ça. Liberté, liberté, liberté. Mais je suis libre, je suis un homme libre. Je suis dans un pays libre. Et si les gens ne comprennent pas qu'ils sont dans un pays libre, ils n'ont qu'à aller dans les pays où il n'y a pas de liberté. Je prends l'exemple de la Russie, qu'on nous présente comme étant un pays dans lequel les libertés sont restreintes. Poutine, aujourd'hui, implore les Russes d'aller se faire vacciner. Ouais. Et on me dit que c'est un dictateur. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et c'est un dictateur. Donc, si c'est un dictateur, il ferme la maison et puis ils obligent les gens à aller se faire vacciner. Je regardais il n'y a pas longtemps une émission en Chine. La Chine a reconfiné 4 millions de personnes. Ouais. Et ça va certainement continuer avec l'automne qui revient et l'hiver. Donc, moi, je dis aux Martiniquais... on est libre, mais quand vous avez un téléphone portable, quand vous avez une carte bleue, quand vous avez des cartes d'identité, que vous voulez voyager, parce qu'on est les champions du monde du voyage. Ouais. Donc quand vous avez tous ces éléments-là face à vous, vous faites quoi? Vous voulez vivre en vase clos? Moi, j'ai pas envie de vivre en vase clos. Moi, je suis quelqu'un je suis un universaliste. Je suis quelqu'un qui pense qu'on ne peut s'enrichir et grandir que parce qu'on est ouvert au monde. Et c'est comme ça qu'on peut grandir. Si on est fermé sur soi et qu'on est enclavé à la fois dans nos têtes et dans nos comportements, c'est terminé. Mais les gens alors on a vu qu'il y a une corrélation à peu près parfaite entre la non-vaccination et, on va dire, la pauvreté. C'est les milieux les plus fragiles, les milieux les moins éduqués qui ont cette crainte. Alors je ne parle pas, quand on fait des études, nous on voit que, grosso modo, c'est un peu schématique, mais là où il y a le plus de vaccinés, c'est dans les milieux aisés. Là où il y a le plus de vaccinés, c'est dans les milieux de niveau d'éducation. Grosso modo, quand on est dans un avion, la première classe est totalement vaccinée. Qu'est-ce que les gens qui sont dans les milieux ruraux et qui, de manière très légitime, ont peur de ce vaccin, qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, le maire? Parce que là, il y a un problème. La seule chose qu'ils me disent, Mampoko paré. Oui. J'entends souvent ça. Mampoko paré. Et pourquoi? Pourquoi selon vous? Je pense c'est le wait and see. C'est le wait and see. Je regarde ça, il a fait. Et s'il n'a pas fait rien, je vais aller. Et c'est ça qui est en train de se jouer. Je regarde ça, il a fait, qui vacciné. Et si je dis que dans 6 mois, 2 ans, il y a tout qui est mort, et bien dans 6 mois, 2 ans, nous avons qui est mort. Non, Justin Pamphile, dans votre ville, comme dans la totalité des villes de la Martinique, il y a eu en moyenne 80% de morts supplémentaires par rapport à 2019. C'est vrai. Je ne vais pas dire que c'est faux. Il y a eu... Mais pas que dans ma ville. Non, j'ai dit dans toutes les villes de Martinique. Dans toutes les villes de Martinique, il y a eu jusqu'à 4 cérémonies dans les églises d'enterrement. Au François, par exemple, j'ai vu que
sur plusieurs jours d'affilée, il y avait 4 cérémonies. Je vais vous dire, monsieur Qu'est-ce que les gens... Alors, les gens, ils voient ça. Ils voient ça. Non, justement. Ils ne voient pas ça. Non, ils ont entendu les avis d'obsèques. Oui. Ils ont entendu les avis d'obsèques. Oui. Mais les cérémonies funéraires, elles étaient restreintes à la plus stricte présence de la famille. Oui, non, mais quand on passe dans la grande rue du Lorrain, on voit bien que l'église qui a fait l'enterrement du matin au soir. Monsieur Marajo, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que il y a beaucoup de décès, et dans les veillées, enfin, quand il y a veillée, ou quand il y a des cérémonies de recueillement, il n'y a pas foule. Et dans l'église, il n'y a pas foule non plus. Et pour quelle raison? Parce que les gens ont paix. Ou peut-être qu'ils paient. Ils tuent Benoît, mais... Bon, c'est pas moi qui mais il Benoît. Moi, je regarde dans certains quartiers, il y a des quartiers qui ont été décimés, des quartiers où vous avez, là, cette maison, il y a un mort, cette maison, il y en a un, mais les gens... Mais ça, les gens le savent. Oui, mais avant, quand vous pouviez aller dans les veillées, là, dans la veillée, il y avait quoi, une veillée, 2 veillées dans la semaine. Mais là, vous aviez dans la journée 3-4 veillées, 3-4 recueillements. Ouais. Donc les gens, en fait, si vous voulez, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer ça sociologiquement. On a tellement vu de décès qu'on s'y est presque habitué. Les gens étaient tétanisés. Tétanisés. Ouais. Ils ont peur, ils sont tétanisés. D'ailleurs, ils n'allaient pas dans les cérémonies ou dans les recueillements, pour la plupart. Donc, je vous envoie un petit message SMS, solidarité, je suis avec toi, sincères condoléances. Mais la famille aujourd'hui, et puis la famille se renfermait souvent sur elle-même. Moi, j'ai souvent entendu pas de fleurs, pas de couronne, pas de condoléances, et se limite à la stricte présence de la famille. Il s'est passé quelque chose. Et pourquoi selon vous, les maires n'ont pas communiqué sur le nombre de morts de leur ville? Il y a une espèce de silence absolu, y compris de l'ARS. Oui. Y compris de l'ARS. La seule illustration du nombre de morts, ça a été, vous avez raison, les avis d'obsèques. Oui. Bon. Mais pourquoi on ne dit pas à la population la vérité? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils ont en tête? Le nombre de morts de l'hôpital. Alors que c'est pas ça. Alors, vous êtes là ce soir, dites-nous. Ah non, mais c'est pas ça. C'est le nombre de morts. D'ailleurs, lors des réunions du COPIL Covid avec le préfet, j'ai eu à demander au directeur de l'ARS, là vous nous donnez les chiffres de l'hôpital, je veux que vous puissiez nous donner les chiffres de décès dans les familles, en ville. Vous les avez obtenus? Je ne les ai pas au moment où je vous parle. Monsieur le directeur de l'ARS, nous vous demandons... Peut-être qu'ils existent, hein? Nous vous demandons, il les avait promis, hein? Il les avait promis au comité de transparence. Oui. Nous vous demandons une nouvelle fois... les chiffres des personnes qui sont décédées dans leur maison, en ville. Parce que je suis persuadé aujourd'hui qu'on n'est pas à 660 ou 685. Enfin, nous, on a fait notre petite enquête. Le dernier chiffre qu'on avait, c'était 1267 personnes. Pour moi, c'est le double. Et nous faisons attaquer régulièrement parce que des gens disent que c'est faux. Alors, on aimerait au moins... C'est le double. Je suis persuadé de ça. Vous dites que c'est le double. C'est le double parce que vous avez des personnes qui ont... Il y a des gens qui ont étouffé chez eux. Ouais. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été pris en charge, mais le temps, des fois, de la prise en charge, il y a des gens qui ont étouffé chez eux. Ouais. Et des gens qui avaient un certain âge. Tout à fait. Et qui, quelquefois, du fait de leur âge avancé, n'ont pas forcément été pris en charge. On a eu des témoignages, donc en appelant les communes, on a eu des témoignages de corps découverts plusieurs jours après. Ouais. Mais ça, vous confirmez ça? Mais au Lorrain, je n'ai pas connu ça, mais j'ai entendu ça. Et je peux vous assurer que ce qui est intéressant en milieu rural, c'est que les gens, des fois, quand ils ne voyaient pas, il y a une sorte de solidarité. J'ai pas vu un tel, j'ai pas vu. Est-ce que tu... Donc voilà. Ouais. Mais je suis convaincu que le chiffre n'est pas que de 600 et plus, mais il a certainement largement dépassé les milliers. Très bien. Vous avez beaucoup de courage. C'est la vérité. On vous apporte notre solidarité pour une fois. Mais cette espèce de chape de plomb qu'il y a sur ce pays, et puis finalement, quand on regarde statistiquement, vous savez qu'aujourd'hui on est les derniers de la classe. Hein. Le bonnet d'âne. On a le bonnet d'âne. On vient de donner l'état d'urgence pour la Martinique. 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. Et on regarde les Guadeloupéens qui sont déjà en train de revenir à une situation de vie normale. Et ça ne nous interpelle pas. Ça ne nous préoccupe pas, ne nous perturbe pas. De dire, mais
Pourquoi eux, ils réussissent et pourquoi nous ne réussissons pas? Simplement parce qu'on est encore dans l'idée, et je vois les réseaux comme vous, hein, le vaccin ne passera pas, il faut fermer notre pays. Je regarde dans la Caraïbe, en Guinée, les gens... ils sont à près de 75-80% de vaccination. Dans les pays, Barbade, il y a un effort considérable qui est fait. Saint-Domingue qui a bien compris que... Bon, Saint-Domingue, c'est encore autre chose. Saint-Domingue a décidé d'ouvrir et les gens viennent à Saint-Domingue. Évidemment, le Covid ne s'est pas arrêté. Moi, ce que je veux dire aux Martiniquais, c'est qu'on ne peut pas vivre en autarcie. On ne peut pas mettre une cloche sur le pays et penser qu'on va y arriver. Que ce soit pour le développement dans le champ du public, dans le champ du tourisme, dans le champ de la reprise économique. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Si on veut la relance ne peut pas se faire si le pays ne recommence pas à vivre. Je ne suis pas en train de dire de laisser aller, laisser. C'est pas, c'est qui, c'est Keynes. Je ne sais plus lequel qui dit. C'est laisser passer, laisser courir. C'est pas ça. Il faut que nous puissions sur la question de la restauration. C'est Milton Friedman. Exact. Sur la question de la circulation des gens, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas être attentifs. Certes, poser ce que j'appelle des cadres. Mais il faut que le pays recommence à vivre. Ouais. Sinon, on est mort. Et le pays vit, M. Marajo. Le pays vit. Quand je regarde les chiffres de l'octroi de mer... Ça repart. Mais ça n'a jamais baissé. Ouais. Ça a baissé en 2020 parce qu'il y avait une inquiétude des services de l'État et qui a fait que sur la fiscalité, il y a eu une compensation et on avait vu qu'en fin d'exercice, cette compensation, en fait, elle n'était pas forcément grande. Mais en 2021, quand on regarde les chiffres de l'octroi de mer... c'est reparti. Oui. Alors qu'on est parfois confiné. Ah ben oui, le nombre de véhicules immatriculés est à la hausse. Oui. Tout est à la hausse. Oui. Bon, il ne nous manque plus que nous-mêmes être à la hausse. Mais pour qu'on soit à la hausse, je dis aux gens, la question de la vaccination ne peut pas être clivant. Il ne faut pas que ça clive les Martiniquais. Je dis à ceux et à celles qui n'ont pas compris et qui regardent et qui pensent que oui, Israël est vacciné, la maladie repart, mais regardez les hôpitaux. Regardez les hôpitaux, regardez les chiffres, regardez les hôpitaux et regardez les cimetières. Au Brésil, Bolsonaro aujourd'hui, regardez le Brésil, regardez les pays où il y a eu des politiques, je dirais, un peu laxistes. Regardez les chiffres et vous comprendrez. Alors, refaisons un peu de politique, parce que là, on s'est intéressé aux gens. Oui, à la population. À la population. Refaisons un peu de politique, parce que c'est ça qui mène quand même le pays. C'est l'heure des législatives. Oui, bientôt, dans 8 mois ou dans 7 mois, je sais. Un peu moins. Un peu moins. Ben vous voyez, ça veut dire que je ne regarde pas vraiment alors. Non, un peu moins, non pas à la date des élections, oui, bien sûr. mais à la campagne. À la campagne. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Bien évidemment, pour ceux qui sont attentifs à ce qu'on dit, il y aura d'abord les présidentielles. Mais bon, les présidentielles, vous et moi, on a peu d'impact sur les présidentielles, on va dire ça comme ça. Mais au moins, on exprime des choix. Voilà. Des choix de société. Par contre, sur les législatives, là, on a un vrai pouvoir de choisir les hommes et les femmes qui vont permettre d'avoir un gouvernement. Tout à fait. Et qui vont permettre pas forcément un gouvernement, mais en tout cas qui vont permettre de faire des choix de société, de voter nos textes, de voter nos lois, dans une majorité ou dans une opposition. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que quand vous avez une majorité, le gouvernement est nécessairement du côté de la majorité. Tout à fait. Bon, d'ailleurs... si vous êtes dans la majorité. Si vous êtes dans la majorité. Alors ça, vous me tendez la perche. Est-ce que, aujourd'hui... Alors, vous m'avez déjà répété 15 fois que vous n'étiez pas en marche. C'est bien ça? Non, oui, je vous répète ça. Bon, très bien. Non. Est-ce que ça a évolué? C'est-à-dire, est-ce que je suis en marche? Là, vous avez été proche du candidat Macron. Vous étiez Non, mais vous étiez plutôt favorable. Mais voilà. Je peux expliquer. Vous nous avez déjà expliqué. Oui, ce que je veux savoir, vous nous avez expliqué que vous étiez plutôt... En tout cas, vous aviez fait le choix Macron à un moment donné. Oui, j'avais fait ce choix. Après, on a senti que vous avez pris un peu de recul, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui vous soupçonnaient d'avoir votre carte et vous avez démenti, vous avez dit... Faux. Ils n'ont qu'à aller chercher eux-mêmes. Bon, vous n'avez pas de carte. Là, il y aura à nouveau un choix à faire. Et il y a de très fortes chances que Macron soit candidat à sa propre succession. Bon, très bien. Quel est votre choix? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non, mon choix n'est pas fait, M. Marajo. Je pense qu'il faut attendre un petit peu de voir comment les choses vont se décliner. Mais ça va être compliqué.
Vous savez pourquoi ça va Quand être... vous dites ça va être compliqué, compliqué pour qui? Ben pour moi, pour le choisir, ça va être compliqué. Ah, d'accord. Pour une raison simple. Bon, il y a des gens que je vais d'office éliminer. Oui, par exemple Zemmour, Marine Le Pen, il y a des gens que je vais éliminer d'office parce que autant Marine Le Pen aujourd'hui, elle est phagocytée par le discours de Zemmour, mais il est hors de question pour moi d'imaginer un tant soit peu que je vais faire campagne pour un mec comme Zemmour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de petite musique qui monte en Martinique. Vous connaissez les Martiniquais. Oui. Il y a une partie d'entre eux qui ont qui expriment qui prennent un malin plaisir à, on va dire, fricoter avec des gens qui sont profondément racistes. Je pense qu'il devrait écouter plus souvent Zemmour. Il devrait écouter le discours de ce monsieur et il verrait que Marine Le Pen à côté... c'est une plaisanterie. Si le Front National, à un moment donné, a tenu un discours qui était raciste, xénophobe, le Front National avait pensé à un instant que adoucir et édulcorer son discours lui aurait permis de toucher un électorat de centre-droit ou de droite qui était un peu à la recherche d'une alternative politique et qui aurait pu voter Marine Le Pen. Zemmour, ce n'est pas ça. Zemmour, quand Zemmour dit à quelqu'un de changer de nom, que votre mère n'aurait pas dû vous appeler Afissatou et devrait vous appeler, je ne sais plus, Marlène ou Corinne, j'en sais rien. Mais ça me heurte parce qu'en réalité, le mec, en fait, il veut que vous rentriez dans un moule, mais un moule qui n'est pas au sens de ce qu'il croit être la France. Quand je regarde la France est un pays dans lequel il y a des communautés, mais qui ont accepté d'être dans un pays qui a des valeurs, les droits de l'homme, la laïcité, même si parfois ces personnes ont des pratiques religieuses qui peuvent être des pratiques un peu radicales. Je ne parle pas des islamistes, je parle de pratiques radicales, mais dans la religion catholique, vous avez aussi des personnes qui ont des pratiques radicales chez les évangélistes, parce que ce sont des gens qui sont empreints d'une certaine idée de la foi et qui l'expriment d'une certaine manière. Non, ce mec, pour moi, est dangereux. Oui, quand il déclare qu'il y a peut-être trop de joueurs noirs dans l'équipe de France. Dans l'équipe de France, il y a qu'à mettre des blancs, carrément, si c'est ça son rêve. Bon. Mais ce vieux débat-là, des noirs et des blancs présents dans l'équipe, c'est un vieux débat classique. Et d'ailleurs, on est souvent... Il y a eu des tentatives de blanchiment et on est revenu rapidement... La France, c'est pas ça. La France, c'est du multiculturalisme. C'est des multicultures et je pense qu'il faut pas tomber, il faut pas sombrer dans ce discours-là. Alors, exit Zemmour, exit Marie Le Pen, et ça devient moins compliqué. Mais il y a des candidats qui sont des candidats de droite. Un mec comme Xavier Bertrand, je l'écoute, je regarde ce qu'il dit, j'écoute ce qu'il dit. Mais vous, passionné de gauche, vous allez voter. Vous pouvez voter. Non, j'ai pas dit ça. Monsieur Marajo, j'ai dit, j'écoute les candidats. Ouais. Macron n'est pas rentré en campagne, mais je vois ce qu'il est en train de faire dans le paysage. Et pourquoi vous ne me parlez pas d'Hidalgo? Non. Non pour l'instant, parce que je ne sais pas si sa candidature va aboutir. Ouais. Mais j'ai vu qu'elle est pas... Elle a toutes les chances d'avoir ses 500 signatures, le Parti Socialiste. Il n'y a pas de souci. Oui. Il ne faut pas Quand regarder... vous dites aboutir, ça veut dire être au deuxième tour? Déjà être au premier tour. Elle sera au premier tour, de toute façon. Est-ce qu'elle va y aller? Parce que je regarde quand elle a démarré sa campagne. Je suis les élections présidentielles. Ça a l'air de vous passionner. Mais j'aime ça. Quand elle a démarré sa campagne, elle était entre 7 et 8%. Elle est à 5. Elle est à 5 et à un moment donné, elle est tombée à 4%. Donc ça veut dire que voilà des personnes qui se sont engagées dans le combat politique. À gauche, les alternatives... Vous savez qu'elle n'est pas loin du score d'Hamon, qui était de 6%. Oui, mais il n'est pas allé au second tour. Oui, mais... Voilà. Bon, après, on a vu ce que ça a donné dans l'élection. C'est-à-dire la gauche a explosé avec Valls, Hamon. D'ailleurs, c'était les choix de... D'abord, Valls a été le choix de Serge Letchimy, ensuite Hamon, et ensuite, ils sont au second tour, ils sont tous venus avec moi voter Macron. Voilà. Mais pas que lui, hein. Tous ceux qui m'avaient vilipendé en pensant que... Moi, j'avais fait le choix de la... J'appelle ça un choix objectif. Bon, vous aviez fait le choix de l'audace quand même. Mais c'est audacieux parce que je pensais que, sans regarder les sondages, voilà quelqu'un qui avait un discours et qui pouvait tenir le rang.
Il a tenu le rang. Quand le veuille ou non, il a été élu. Vous vous rappelez qu'il n'était pas au deuxième tour pendant très très longtemps. Ben oui, et on l'a vu progresser. La seule chose que je dis, c'est que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous qu'un individu va prendre à un moment donné avec la France. Ouais. La France, dans toutes ses composantes. Et selon vous, quel est celui qui est aujourd'hui, ou celle qui est le mieux placée? Sans faire de pronostic. J'en sais rien. Très honnêtement, j'en sais rien parce que si vous regardez les sondages, d'ailleurs, j'ai apprécié la sortie du patron de Ouest France qui a dit que les sondages ne peuvent pas faire le candidat ou le résultat et qu'il a accepté de ne pas publier des sondages pour permettre que le débat s'installe et que la démocratie fasse réellement son travail. Je suis un peu comme ça en me disant, si effectivement nous assigne... J'ai tort, je les répète, les sondages. Donc si on continue à nous bassiner avec des sondages et que ces sondages-là ont vocation à construire notre mentalité, notre manière de penser, eh bien pour l'instant, ceux et celles qui sont au second tour, je pense que ce ne sont pas forcément ceux que l'on souhaiterait. Alors, mettons l'élection présidentielle de côté, vous nous avez donné votre opinion dessus. Il y aura, après, des élections législatives. Oui. Est-ce que vous avez été candidat en 2017 ? Oui. Est-ce que vous serez candidat en 2022 ? Moi, M. Marajo, je vous mentirais. Je veux, alors, c'est politiquement incorrect, mais là, je vais être réponse correcte. Je mentirais si je ne vous dis pas qu'il y a des gens qui m'en parlent. Ben oui. Ça, c'est les gens qui vous en parlent. Moi, ce que je souhaite ce soir, c'est que vous en parliez. Politiquement correct, je vous dis qu'il y a des gens qui m'en parlent, des gens qui me demandent effectivement de leur dire c'est quoi ma décision, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et moi, je leur ai dit, pour l'instant, je pense que je suis très à l'écoute, j'entends tout ce qui me revient. Je n'ai pas pris de décision. Parce qu'il y aura du sport, là. Oui. Il y a au moins une certitude. Mais... On a vérifié, Bruno Azero ne sera pas candidat, puisque ça veut dire que s'il est élu, il devra à nouveau quitter sa mairie. Bon, et il se concentre sur Cap-Nord et sa mairie. Donc, il va falloir quelqu'un qui lui succède. Il y a fort peu de chances qu'il choisisse sa suppléante qui a choisi une voie différente. Peut-être qu'elle va y aller, j'en sais rien. Non, mais au moins lui, on est à peu près sûr qu'il n'y aille pas. Donc, je dirais que ce sera forcément quelqu'un de nouveau. Le futur ou la future députée sera quelqu'un de nouveau. En tout cas, nouveau par rapport à l'élection de 2017. D'accord. Bon. Ça ne vous incite pas à y aller ? Non, c'est-à-dire que c'est la manière dont vous avez abordé, c'est la démonstration, c'est l'entrée et la démonstration. Bruno Nestor Azero ne va pas y aller, donc vous êtes parti avec Bruno pour arriver au nouveau. Oui. Quel que soit celui qui irait, nouveau, pas nouveau, toutes les personnes qui sont sur le territoire et qui pensent ils peuvent apporter quelque chose au territoire, à la rigueur, pourraient se positionner. Oui, mais... Avec ou pas le soutien d'un tel ou un tel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Oui, c'est la mienne, j'ai bien compris. Parce que les autres, ne vous inquiétez pas. J'ai bien compris. On aura l'occasion de leur demander. J'ai bien compris. Donc, non, je vous redis. Est-ce qu'on résume bien en disant... Justin Panfil ne rejette pas l'idée d'être candidat. C'est exactement ça. En politique, ça veut dire, de toute façon, il y a de fortes chances que Justin Panfil y aille. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'au moment où je parle, je n'ai pas pris de décision. Je regarde les gens dans les yeux, je n'ai pas pris de décision. Il va falloir y aller là quand même, hein, parce que vous savez que... François Mitterrand a déclaré sa candidature 3 mois avant l'élection, Jacques Chirac également. Oui, mais ils étaient là depuis un moment. Donc, vous allez me dire, monsieur, il n'est pas en train de se comparer de manière très prétentieuse à François Mitterrand. Non, c'est pour dire que quand on est dans l'action, quand on est au travail, les gens vous voient, les gens vous reconnaissent, les gens savent ce que vous faites. Donc, par conséquent, si je dois prendre cette décision-là, je la prendrai assez tôt pour que les gens sachent exactement ce que je fais, de manière très transparente, pas de manière alambiquée, un peu à l'emporte-pièce. Non, je serai assez clair. Vous avez entendu parler de candidats potentiels ? Non, pas pour l'instant. J'entends des bruits de couloir, comme tout le monde, qu'un tel va y aller, qu'un tel va être soutenu, peut-être qu'un tel va y aller. Je préfère ne pas écouter ça. Et c'est pas ça. Vous avez entendu parler d'une candidature éventuelle de Jean-Baptiste Rotzel ? J'ai entendu ça. J'ai entendu que Jean-Baptiste serait le candidat de la ville de Sainte-Marie. Il y a toute légitimité pour se positionner, pour y aller. Moi, j'ai pas de problème sur ça. J'ai appris. Vous avez commencé tout à l'heure, M. Marajo, en disant vous avez eu des défaites. Moi,
J'ai appris justement à aimer les adversaires. Vous avez vu que je n'ai pas parlé de vos victoires. C'est ce que j'ai constaté, mais j'allais revenir dessus. On ne parle pas des victoires. J'ai appris à aimer mes adversaires. C'est-à-dire que oui, parce que je pense que la politique, c'est pas un combat, ce sont des idées que nous portons et la population fait son choix. Donc il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Et ça, c'est ce que la défaite m'a apporté. Pas de haine, pas de colère. Simplement dire aux gens ce que vous voulez faire pour votre ville, pour votre territoire, et à ce moment-là, ils font leur choix. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ou pas d'avoir fait... campagne avec Alfred Marie-Jeanne? Ah, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Parfois, je pense qu'il faut franchir. Vous disiez, il n'a plus sa langue dans la poche. Ouais. Vous dites que oui. Je crois que ce chemin que j'ai fait avec Alfred Marie-Jeanne sur les élections territoriales, ça m'a permis effectivement de me libérer de toute forme de toute forme d'emprise, de parti, Je suis un homme libre. Et cette liberté-là, pour moi, n'a pas de prix. Vous êtes devenu libre? Je suis un homme libre. Ou vous étiez... Je suis un homme libre. Oui. Et si un tant soit peu, je suis emprisonné, mon emprisonnement, il est un emprisonnement volontaire et il est celui que j'ai avec la ville du Lorrain. C'est important, ça. Comment vous gérez les incompatibilités d'opinion qui font jour dans le groupe dans lequel vous êtes, oui. Sur plusieurs sujets. Mais j'aime ça en plus. Vous êtes en décalage très souvent avec le groupe d'opposition. Non. On va dire, attendez, je vais vous citer plusieurs exemples. Vous verrez. Parce que les gens, vous savez que les gens, quand on les appelle, ils disent, mais il n'y a pas à comprendre. Justin, pour la vaccination, toutes ces bougas qui est là, nous pas attendre. Mais c'est ça qui est. Il y a qu'à faire un texte contre la vaccination. Alors je vais vous dire, obligatoire. Monsieur Marajo, quand on a constitué le Grand Assemblée, le groupe des 14 à l'Assemblée de Martinique, il y a quelque chose, avec Daniel Marie-Sainte, avec José Mirande, avec les Francis Carole. Dans nos positionnements, c'est un peu ce que Alfred Marie-Jeanne expliquait à l'époque quand il siégeait dans le groupe du GDR. GDR, il y a des positions que GDR pouvait avoir. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Pour les gens vous voyez, je regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors là, donc, ça ne m'étonne pas. Et il dit, dans ce groupe, il y avait effectivement des gens qui avaient des positions et ça n'empêchait pas ils constituaient le groupe. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que quand Francis, quand les autres camarades, les 12 autres camarades ont une position, avec José, on a une position, mais ça ne fait pas de Francis mon adversaire et mon ennemi. Nous partageons... Mais il y a un moment, il va falloir faire des choix. Mais j'en parle avec Francis. Oui, et alors? Mais on est d'accord, à un moment donné, on n'est peut-être pas d'accord sur ça, mais on est d'accord sur d'autres choses. Donc, moi, j'aime ça. Ça veut dire que je ne me sens pas ni embrigadé, ni dans l'obligation de voter parce que le groupe vote dans... Non, et quand je vais prendre une position qui n'est pas la position du groupe, je le leur dis. Alors, au-delà du groupe, il y a quand même un certain nombre de fractures idéologiques. Vous n'êtes pas un fanatique de l'article 74? J'ai voté 74, monsieur. Non, mais vous êtes... si. Attendez. J'ai fait campagne pour le 74. Non, mais attendez. Vous avez oublié une partie du mot. Fanatique. Vous êtes d'un pragmatisme absolu. Vous êtes d'accord? Oui. Vous dites, bon, nous pas attraper, donc on va pas se battre contre les Martiniquais. Bon, dans le groupe dans lequel vous êtes, il y a des gens qui sont des fanatiques du 74. Mais ça, c'est yo. Mais il y a un moment, il va falloir faire des choix. Attends, Eddy, Marajo, on a posé une question en 2010 à la population. Oui. Elle a dit non. Donc vous? Moi, je dis, ma conviction profonde, vous avez dit, je suis un pragmatique. Ma conviction profonde, on ne peut emmener les gens à la responsabilité que quand on fait la preuve qu'on est en capacité de gérer la responsabilité. Donc vous ne tenez pas le discours de certains qui disent les gens ont été trompés? Non, pas du tout. Vous pensez... Les Martiniquais sont lucides.
Ils ont voté les Martiniquais sont lucides. En toute connaissance de cause. Les Martiniquais ont voté en toute connaissance de cause et ils l'ont toujours fait à chaque fois que cette question est venue sur le tapis. Vous voyez, c'est le deuxième exemple. Donc... Le seul problème qu'il y a eu, je pense qu'au moment où le débat sur le 74 est arrivé, je pense que peut-être que c'est la manière dont les choses ont été présentées. Mais le débat du 74, c'est quoi? C'est la spécificité. Sur la question de la spécificité. Vous savez que ça vient là. Attendez. La fameuse spécificité. J'y arrive. Ça vient. Sur la question sanitaire, le pass sanitaire, sur l'application de la loi et sur la déclinaison de son application et de sa spécificité, nous aurions été dans le 74. Peut-être que nous aurions pu adapter les choses. Comme en Nouvelle-Calédonie. Comme en Nouvelle-Calédonie. Mais il faut du temps pour ça. Je pense qu'il faut du temps, de la pédagogie, et c'est parce que la pédagogie permet de comprendre les choses. Vous voyez, concluons sur ça. Vous ne vous sentez pas mal à l'aise. Pas du tout. Ni sur le plan idéologique, ni sur le plan pratique, entouré de gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que les vôtres. Je ne suis pas mal à l'aise avec les autonomistes, hein. Ah non, je ne parle pas des autonomistes. Mais c'est pour vous dire que ce soit les autonomistes ou les indépendantistes, il n'y a qu'une chose qui marque mon engagement politique, c'est la question de la responsabilité. Et j'ai toujours été un homme qui a été face à des responsabilités très tôt dans ma vie. Je ne connais que ça, la responsabilité. Mon engagement politique s'est fait à l'âge de 30 ans. Donc, j'ai pas attendu d'avoir 60 ans, 70 ans. Je me suis engagé immédiatement dans le monde associatif et dans le monde politique. Il y a des hommes politiques qui n'aiment pas le mot pragmatique ou pragmatisme parce que c'est connoté. Non. Vous assumez. Je ne le prends pas mal. C'est pas un pragmatisme opportuniste. C'est pas du zanzolage. C'est pas du zanzolage. C'est du pragmatique qui respecte les positions des autres. Et mon pragmatisme, c'est de dire, je pose une question aux Martiniquais. Les Martiniquais me disent que nous ne voulons pas du 74 et nous voulons rester dans le 73. Je n'ai pas d'autre choix que de gérer dans le 73. C'est du pragmatisme. Point barre. Très bien. Cette émission s'achève. Déjà Ah ben oui, 1h30 quand même. Ça passe vite. On a quelques minutes. C'est passionnant. Vous reviendrez, Justin Pamphile. Très certainement. À mon avis, si vous m'invitez. La petite porte que vous avez laissée entrouverte sur une éventuelle candidature vous condamne de toute façon à revenir. Que vous soyez ou pas candidat. Mais sachez que si vous êtes candidat, vous serez condamné à revenir. Alors, on va chroniquer quelques bouquins. Et puis, les magazines, notre partenaire, c'est la librairie antillaise. Donc moi, autant Justin Pamphile vous convie à aller vous vacciner, je vous convie à lire. Voilà. On peut faire les deux. Et on peut faire les deux. D'ailleurs, on a plus de chances de faire la lecture quand on est vacciné. Historial, la vérité sur la disparition d'Émile Édouard. Alors, je rappelle qu'il y a également un article extrêmement intéressant sur la violence politique en Guadeloupe. Pour ceux que ça passionne, vous verrez qu'il y a une tradition, notamment législative, de violence politique. Il y a notamment cette fameuse histoire de la bombe de Dampierre. Je vous convie à la découvrir dans Historial, le dernier numéro. Qui gère le pays? Ça répond à ce que nous évoquions en début d'émission, n'est-ce pas? Moi, j'ai jamais été dans ce document, donc... Ça va venir. Ça va venir. Vous savez qu'il y a des gens qui n'osaient pas penser qu'ils y seraient. Ils y sont. Ça fait quand même plus de 15 ans qu'on le fait. Je suis ça aussi. Voilà. People Yol, là, vous l'avez peut-être... Non, vous aurez très peu de chance de me trouver dans le People Yol. Sauf le jour où elle passera au loin. Non, cette course passera au loin. Non, mais c'est pas votre taf, ça. Non, bon, très bien. Alors, venons-en au livre. Alors, je voudrais... Ces temps-ci, on parle beaucoup d'esclavage, et vous savez que c'est un peu mon dada, parce que pour comprendre cette société, il faut peut-être remonter. Et là, il y a un bouquin extraordinaire de Frédéric Régent, de Gilda Gonfier et de Bruno Maillard, « Libre et sans faire ». C'est des paroles d'esclaves français. Ces textes ont été retrouvés. Alors, à l'occasion de procès, à l'occasion de cérémonies, entre guillemets, funéraires, ou des choses de la vie quotidienne, où les esclaves ont écrit ou ont porté la parole qui a été retranscrite. Donc, c'est un document fantastique. C'est intéressant. Et là, vous allez voir des choses, vous allez découvrir des choses assez extraordinaires. Voilà. Alors, I am not your Negro. Alors là, c'est le brûlot parfait.
c'est James Baldwin, qui est un auteur américain qui a passé en raison de la discrimination raciale dont il a été victime, qui a passé l'essentiel de sa vie en France, pays de la liberté pour les Noirs américains notamment, et Raoul Peck qui a terminé ce livre, qui est un cinéaste haïtien, et Baldwin raconte l'histoire des États-Unis à travers le portrait de 3 de ses amis assassinés. Medgar Evers, qu'on ne connaît pas trop, mais qui est un militant, Malcolm X, que l'on connaît, et Martin Luther King. Ce livre est extraordinaire, et surtout, il a donné lieu, comme vous le savez, peut-être à un film qui porte le même nom. Alors, on change complètement de sujet. Alors, les gens se demandent si un jour, on va arrêter de parler de l'usage de leurs données personnelles qu'ils mettent sur Facebook, sur Twitter, Instagram, etc. Eh bien, je vous rassure, définitivement, non. Si vous continuez à leur donner ces infos, eh ben, ils vont l'utiliser. Ça s'appelle Big Data. La révolution donnée est en marche, de Victor Mayer-Schonberger et de Kenneth Kucker. Ils vont vous rappeler et vous détailler ce que les géants de l'information, à qui vous donnez gratuitement un paquet de données, font avec vos données, et vous verrez que c'est catastrophique. Alors, encore un bouquin qui va révolutionner ce que vous pensez de la vie autour de vous et de la vie quotidienne, c'est l'économie du bien et du mal. Alors, c'est de Thomas Sedlacek, qui est un Tchèque, qui a été, je dis ça pour Justin Pamphile, le directeur de cabinet du président tchèque Václav Havel, que vous avez suivi à un moment donné, la révolution de velours, etc. etc. Et alors, cet économiste soutient une thèse qui est simple, mais qui est totalement hérétique, c'est qu'on doit approcher l'économie en termes de bien et de mal. C'est révolutionnaire, ça. Oui. Mais c'est une approche. C'est une approche extrêmement j'allais dire dichotomique, mais au moins elle nous permet d'avoir une vision différenciée de la vie autour, de la vie quotidienne. C'est pas des bouquins très compliqués, vous allez voir. Ça nous permet d'appréhender les choses autrement. Mais c'est la vie, en fait. Exactement. Le yin et le yang, le recto et le verso. Le bien et le mal. Le bien et le mal. Alors, on aura peut-être un prix Goncourt haïtien. Ce sera une révolution en France. Louis-Philippe d'Alembert. Alors, ça, c'est un bouquin qui a obtenu le prix France Bleu et Page des librairies en 2017, avant que les ombres s'effacent. Je l'ai déjà chroniqué, mais allez l'acheter. C'est la décision, c'est un roman autour de la décision de l'État haïtien en 1939 d'offrir l'hospitalité dans toutes ses ambassades dans le monde aux Juifs persécutés. On a une vision très négative d'Haïti, mais là, la République des justes haïtiens qui sauve des centaines, des milliers de Juifs, et ce bouquin plein d'émotions. Alors, c'est pas celui-là qui concourt pour le Goncourt, c'est un autre bouquin de Louis-Philippe d'Alembert, mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas recommandé cet auteur avant qu'il ait le prix Goncourt. Il figure dans les 4 sélectionnés finaux. Alors, la bombe, c'est Marlon James, brève histoire de 7 meurtres. Vous savez qu'à la fin de cette chronique, il y a toujours un polar. Mais là, ce n'est pas un polar, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de la tentative d'assassinat de Bob Marley le 3 décembre 1976. Bob Marley est visé directement par un commando. Un commando qui réunit une douzaine de tueurs. Il est touché au poignet et à la poitrine. Il s'en sort miraculeusement. Et 2 jours plus tard, il tient un concert devant 80 000 personnes. Alors derrière, il y a une fresque extraordinaire où interviennent la CIA, le FBI, les barons de la drogue, les gangs, etc. Et ce bouquin, c'est l'histoire de la relation tumultueuse entre le grand Satan
comme l'appellent certains Américains, et les pays de la Caraïbe, notamment à travers la Jamaïque. La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi ce commando avait décidé de le supprimer? Alors, l'histoire, vous allez le découvrir dans ce bouquin, mais l'histoire, c'est que Marley, par ses chansons, on lui avait attribué un choix parmi Edward Seaga, qui était de droite, et Michael Manley, qui était de gauche. Voilà. Et on avait dit, Marley est pour Manley, et les types de Seaga ont décidé de le tuer. Comme quoi la politique, ça peut être dangereux. Il faut faire attention. Monsieur le maire du Lorrain, Justin Pamphile, merci d'avoir accepté notre invitation. Et faites attention à vous. Et surtout, merci et félicitations pour votre courage. Merci beaucoup, Monsieur Marajo. Et à très bientôt. À bientôt, ici même ou ailleurs. Ou ailleurs. Merci beaucoup, merci de votre fidélité, merci de votre soutien et à la semaine prochaine.